Bonjour à tous, bienvenue sur cette bibliose. Je suis le docteur Charles Fauvel, donc je vais co-animer cette bibliose avec le docteur Jean-Christophe Escher et le docteur Frédéric Mouquet. On aura deux orateurs de talent aujourd'hui, le docteur Job Duval et le docteur Le Gallois. Donc, je passe la parole directement au docteur Antoine Job Duval qui travaille à Lyon. Bonjour Antoine. Bonjour, alors merci beaucoup. Je partage mon écran, normalement c'est bon. Et donc je vais vous parler d'un papier paru en décembre 2024 sur la TTR. C'est pas vraiment sur l'amylose, mais c'est sur la TTR, la déstabilisation et la mortalité en population générale. Donc le rationnel, c'est que on sait que l'amylose est sous-tendue par la déstabilisation de la transthyrétine et l'agglomération en fibrille. On sait aussi que la mutation T139M sur le gène TTR est protectrice avec une augmentation de l'espérance de vie et une diminution des événements cardiovasculaires, surtout ischémiques. Et on sait enfin que les taux bas de transthyrétine, donc également enfin, appelée la préalbumine, chez les patients porteurs d'une amylose wild type, est pronostique. Je vous remets juste cette étude de 2018 qui fait référence, enfin, qui est la référence dite dans le papier, où il montrait que pour les patients qui avaient une TTR ATTR wild type non traitée, avec un TTR en dessous de la norme, la normale basse qui était de 18, ils avaient une surmortalité par rapport aux patients qui avaient une TTR supérieure à 18 et que l'air sous la courbe finalement était pas si mal, 0,69, mieux que la troponine I ou la fraction d'éjection. Mais on sait que c'est des marqueurs assez tardifs finalement de la gravité de la maladie, ces altérations, et que qu'on combinait tout ça, on avait une aire sous la courbe à 0,77. Donc le TTR, enfin le taux de TTR peut être utile. En tout cas, il y a un peu de littérature là-dessus. Donc l'idée de cette étude danoise, c'était de prendre leur énorme base de données génétiques, avec du coup 100 000 patients génotypés, âgés de 20 à 80 ans, et qui ont été suivis en médiane pendant 10 ans, de faire trois groupes avec le T139M donc, comme référence, donc transthyrétine élevée, les TTR, les variants TTR pathogènes locaux, en disant que c'est les patients qui ont une TTR basse, et puis tous ceux qui n'ont pas de mutation TTR, soit protectrice, soit pathogène. Et le endpoint, c'était les mortalités toutes causes ou mortalité cardiovasculaire. Déjà, et sur ces 100 000, il y en a que finalement que 20 000, 21 000 qui ont eu un dosage de TTR effectif. Et on voit donc dans cette sous-étude que, bah, oui, effectivement, les T139M, ils ont un TTR plus haut que les TTRV, les variants pathogènes. Et donc, finalement, ceux qui n'ont pas de mutation TTR protectrice ou pathogène ont un TTR dans le sang entre les deux. Donc, ce qu'il montre juste sur la présence ou non de ces mutations, c'est que les patients qui n'ont pas de mutation, qu'elles soient pathogènes ou protectrices, ont une surmortalité à 1,37 en mortalité toute cause, et que les patients qui ont une mutation pathogène ont une surmortalité à 1,65 d'hazard ratio, mais ce n'est pas significatif puisque on croise le 1, mais quand on poule les deux, on a effectivement un P significatif en mortalité toute cause. Par contre, en mortalité cardiovasculaire, c'est non significatif avec un P 0,06, et on croise des deux côtés. Mais il y a quand même une tendance sur une surmortalité chez les patients porteurs d'une mutation TTR ou, euh, ou qui n'ont pas la mutation protectrice. Donc, ils ont ensuite regardé chez les 20 000 qui avaient l'analyse génétique et qui avaient le taux de TTR circulant qui avait été dosé. Ils ont supprimé les patients qui avaient une mutation pathogène, et puis ils ont supprimé les patients qui avaient une CRP élevée, puisque la TTR, donc la préalbumine, peut être fortement abaissée au moment d'événements aigus. Donc finalement, on se retrouve avec 19 000 patients qui sont finalement non porteurs de mutation, quelle qu'elle soit, et qui n'ont pas d'atteinte finalement aiguë qui pourrait perturber le dosage de la transthyrétine. Endpoint, le même, mortalité toute cause, mortalité cardiovasculaire. C'est intéressant de regarder quand même qu'ils ont dosé l'albumine, fibrinogène, CRP pour ces groupes. Pour ça, et on voit qu'il n'y a pas finalement de signal dans aucun des groupes. Ils ont une albumine normale à 40 grammes par litre, fibrinogène normal. Donc, n'a pas d'effet trompeur dû à une dénutrition ou à un événement aigu.
Ce qui est assez intéressant, c'est que dans leurs études ajustées, puisque ça ne sort pas quand c'est non ajusté, mais quand on ajuste, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de variables d'ajustement, mais là où ça va vraiment nous intéresser, parce que ce qui peut être confondant avec la préalbumine, c'est l'albumine et l'indice de masse corporelle. Donc quand on ajuste sur tous ces éléments, on se rend compte que pour les patients qui ont moins de 20 milligrammes par décilitre de transthyrétine, bah, on a effectivement une surmortalité significative qui s'estompe, qui n'apparaît plus dès qu'on dépasse les 20, avec un hasard ratio en 1,12 pour la mortalité toute cause et 1,16 pour la mortalité cardiovasculaire. Donc, et plus la TTR est basse, et plus les patients sont graves. Donc, dans leur discussion, ils évoquent bien que voilà, dès qu'on est en dessous de 20, bah, on a une surmortalité cardiovasculaire, surmortalité toute cause. Et il suggère que ça pourrait nous inciter à faire du dépistage un peu plus, de dépistage sur la préalbumine pour aller vers du diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine avant qu'il y ait des manifestations cliniques qui, on le sait, sont irréversibles et qu'on peut juste stabiliser. Ils font référence à un autre de leur papier où ils ont montré que, pareil, dans une grosse cohorte danoise, donc 16 000, 17 000 patients, quand on séparait les patients en fonction de leur préalbumine, leur transthyrétine, bah, dès qu'on avait moins de 19 mg par litre, on avait une forte augmentation du risque d'insuffisance cardiaque dans le suivi, qui était très long, hein, qui était de 25 ans. Donc encore un élément pour dire qu'il se passe quelque chose chez ces patients. Après, de là à faire le lien que ces patients-là ont une amylose cardiaque, c'est pas du tout fait dans ce papier. Mais ils disent bien qu'il faut faire attention quand même avec la transthyrétine, qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent du coup déstabiliser cette transthyrétine de façon aiguë, ben, la dénutrition, l'infection. Donc il ne faut pas le prendre tout seul, mais que ça pourrait être un élément à prendre en compte une fois qu'on a éliminé ces facteurs confondants pour des patients qui ont une diminution, qui ont un TTR bas, une préalbumine basse ou une préalbumine qui diminue pour aller chercher une amylose cardiaque à transthyrétine et donc faire les examens nécessaires. Donc il y a des limitations évidemment. Bon, ils se plaignent d'avoir fait que chez 100 000 patients, mais c'est quand même une énorme base de données, donc avec beaucoup beaucoup d'informations. Là où effectivement ça peut poser question, c'est qu'ils ont juste un TTR en baseline et puis après 10 ans de suivi. Donc effectivement, on peut avoir une dilution de l'effet entre cette TTR initiale et les événements qui vont arriver 10 ans plus tard. Est-ce que vraiment il y a un lien entre ces deux éléments? C'est à discuter. Et les Danois, il n'y a que des Blancs, et donc ils disent bien qu'ils ne peuvent pas mettre ça pour une population autre. Donc c'est que des patients blancs. Donc la conclusion, c'est que ce que eux, et ça peut se discuter, on le met comme la déstabilisation de la transthyrétine de façon euh, plus pragmatique, on dira que c'est les taux de transthyrétine, donc le taux de préalbumine. De dire est-ce qu'elle est déstabilisée ou non, voilà, ça c'est discutable, puisqu'il n'y a pas il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de mesure de la stabilité de la transthyrétine dans cette population. Donc les taux de transthyrétine bas étaient associés à des mortalités toutes causes, mortalité cardiovasculaire dans cette population. Et donc avec l'idée de faire du dépistage un peu plus à grande échelle pour aller dépister ces patients, trouver ces patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine avec des formes débutantes pour pouvoir mettre des traitements stabilisateurs qui, on le sait, fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont mis précocement. Et bien sûr, il faut une validation externe et faire d'autres études pour voir le vrai lien entre des taux de transthyrétine bas dans la population générale et une amylose cardiaque à transthyrétine. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi j'avais quelques questions. Je ne sais pas si Jean-Christophe ou Frédéric aussi ont des questions. Est-ce que, alors, ils ont regardé les événements dans cette étude mortalité cardiovasculaire ou toute cause. Est-ce qu'il y a Mm. d'autres events qui ont été regardés ou est-ce qu'on a un suivi? Est-ce qu'on sait ou pas du tout Non, non, combien de ouais. personnes développent une amylose ou ont une écho ou font de l'insuffisance cardiaque même? Et donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était est-ce qu'on sait pourquoi la transthyrétine a été faite chez ces patients-là? Ou c'est du tout venant?
Alors tu sais, au Danemark, ils ont ils n'ont pas du tout la même manière de faire de la recherche que nous, avec tous les patients sont rentrés dans des énormes bases de données. Donc là, 100 000 patients génotypés, enfin c'est massif. Et en fait, c'est leur registre national de décès qu'ils ont interrogé sur ces patients-là. Et donc dans ces registres, qui sont plus ou moins bien remplis, mais ils ont interrogé que le côté décès toute cause ou décès cardiovasculaire qui là, du coup, est toujours bien rempli. Donc non, effectivement, ils n'ont pas regardé les questions d'hospitalisation, en tout cas pas sur cette étude, mais sur celle d'avant, ils montraient déjà, en fait, il y avait aussi une étude avant qui montrait que pour l'insuffisance cardiaque, il y avait effectivement le taux de transthyrétine bas était responsable d'insuffisance cardiaque, donc c'était déjà un papier publié. Et donc là, non, c'était que le décès cardiovasculaire voilà. Et effectivement, on ne sait pas, mais c'est un peu dommage. On ne sait pas s'il y a eu des diagnostics d'amylose dans cette population qui avait une transthyrétine inférieure à 20. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Et c'est vraiment l'utilisation d'une base de données avec énormément de data. Ils ont ajusté sur, je crois, une vingtaine de paramètres, dont le cholestérol, dont l'utilisation, est-ce que le patient est fumeur ou non. Enfin, beaucoup de data pour l'ajustement. Mais du coup, ça fait vraiment. C'était dans le package, le bilan biologique global, quoi. C'était pas axé sur on recherche pour la transthyrétine. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas répondre sur le côté est-ce qu'il y a eu de les amyloses derrière. Donc c'est vraiment de la big data avec de l'utilisation de la big data et pas vraiment ciblé sur le diagnostic derrière d'amylose. Ce qui limite un peu la portée finalement du papier sur ça évoque des choses, de dire effectivement la transthyrétine basse, les patients meurent. Même si on ajuste sur le côté nutritionnel, donc ça c'est hyper important parce que pour l'instant on n'avait pas trop ces données hein, en tout cas à grande échelle, de qu'est-ce qu'on peut faire avec de la transthyrétine comme ça seule. Et c'est avec toujours le côté, bah, oui mais la transthyrétine ça bouge beaucoup, enfin la préalbumine bouge Oui. beaucoup, donc ça, c'était intéressant que sur finalement 20 000 patients, on a et l'albumine, le fibrinogène, la CRP, et que quand c'est ajusté, tout est ajusté. Finalement, la transthyrétine ressort toujours comme entraînant une surmortalité. Sur une population assez jeune, hein, parce que c'était 50 ans, hein, la moyenne d'âge. L'âge médian dans les groupes, là, c'était 50 ans. Donc finalement, c'était très précoce. Et il y a une question dans le chat de Thibaut Damy, justement, qui demande si est-ce que le biais, c'est pas la dénutrition. Ce qui rejoint ma question, je te disais, est-ce qu'on sait pourquoi la transciatine a été dosée dans cette population-là? Est-ce que c'était parce que c'est une population de dénutris? Est-ce que c'est une... ou- Non, c'est une population générale, hein. C'est les, le- les bases de données utilisées, c'est le Copenhague City Earth Study et le Copenhague General Population Study. Et donc, c'est du big data. C'est vraiment population générale. On D'accord. fait une biologie complète. Et puis après, on mouline. Mais non, c'était pas du tout une population ciblée. Et c'est pour ça, ouais, très jeune, hein, c'est de 20 à 80 ans, les patients. Et ils ont moyenne d'âge pour ceux qui ont les variants amylose, c'est 60 ans. Moyenne d'âge pour ceux qui n'ont pas de mutation, 57 ans. Donc, pas du tout une population d'amylose cardiaque. Ça, c'est clair. Et le côté, effectivement, inflammation des nutritions, bah, ça a été exclu puisqu'ils ont enlevé les CRP supérieurs à 10 dans leur analyse. Et quand on regarde, quand on ajuste sur la bubine fibrinogène et tout le reste, aucune différence. Pareil pour le cholestérol, la polypoprotéine, les triglycérides, il n'y a pas du tout de marqueur enfin, en tout cas, sur ce qu'on a comme ça, de dire que les patients qui ont des TTR basses sont dénutris. Et le BMI est normal. Le BMI, effectivement, ne bouge pas non plus. Le BMI était à 26 dans tous les groupes. Ouais, c'est une étude qui est intéressante et élégante, mais comme d'habitude, qui fait poser d'autres questions, et notamment le moment où la transthyrétine a été dosée, c'était quel âge? Est-ce que ça varie avec l'âge? Et Est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes? alors, on n'a pas dans l'étude, alors j'ai pas eu les suppléments, mais dans l'étude Princeps, là, on n'a pas finalement les caractéristiques des patients qui ont une transthyrétine basse, ce qui aurait pu être intéressant en comparant à ceux qui ont une transthyrétine normale. En tout cas, ça paraît pas dans le papier original. La transthyrétine est dosée une seule fois à l'inclusion et après le suivi. Donc c'est effectivement de dire est-ce que l'évolution de la transthyrétine dans le temps est plus
enfin voilà, corrélé finalement à l'événement et ça, on ne sait pas du tout. Ça, on sait pas du tout. Donc effectivement, ça pose plein de questions. Après, le côté intéressant que je trouve de cette étude, c'est que ça, jusque-là, on disait quand même la transthyrétine, finalement, on s'en sert pas et on s'en servira probablement jamais parce qu'il y a trop de facteurs confondants. Là, ça pose quand même question sur le fait de s'intéresser à ça et de regarder dans une population peut-être plus ciblée, de dire en prenant en compte tous les facteurs confondants que sont l'inflammation et la dénutrition, de dire bah, finalement, nos patients qu'on va mettre sous traitement, quel est leur profil de transthyrétine et quelle est l'évolution de la transthyrétine sous traitement, même si ça, on sait que ça monte, hein, quel que soit le traitement, tafamidis tafamidis ou acoramidis. Sachant que l'étude que je vous ai montrée sur le facteur pronostic, c'était avec le TTR bas, c'était une étude où il y avait moins d'une centaine de patients. C'était une toute petite étude sur le diflunisal et c'était vraiment très très peu de malades. Donc il y a tout à faire dans ce champ finalement. Ok, merci beaucoup, Antoine. C'est l'heure de passer la parole à Damien Le Gallois de Caen, qui va nous parler de scintigraphie osseuse.